Pouvons-nous parler de motivation? Je pense que c'est un sujet très intéressant à aborder, car c'est une chose de se dire que l'on va participer à 3 Jeux Olympiques au cours de sa carrière. C'est une autre affaire que de passer à l'acte. Quand avez-vous compris que vous ne pensiez peut-être pas comme tout le monde, que vous n'alliez pas simplement trouver un emploi mais faire carrière? Je pense que lorsque j'ai commencé, je ne comprenais pas le concept derrière le fait d'être une légende. Vous savez, je veux dire parce que j'étais jeune quand j'ai commencé. J'avais 15 ans quand j'ai remporté les championnats du monde junior. J'étais vraiment jeune et j'avais beaucoup de talent. Je n'ai donc pas eu à travailler aussi dur. Je ne me reposais que sur mon talent et donc j'ai gagné, encore gagné. Je me souviens que lorsque j'ai atteint le niveau professionnel, j'ai eu l'impression que tout allait être facile. Puis je suis monté sur scène, j'ai participé à des compétitions et j'ai perdu. Je me suis dit, j'ai pensé, c'est étrange, je n'avais jamais perdu avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il m'a donc fallu un certain temps pour comprendre. Puis, quand j'ai commencé à travailler avec mon coach Mills, il m'a expliqué que tous les professionnels avaient du talent. Et c'est donc celui qui travaille le plus dur sur son talent qui sera le meilleur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le talent ne suffirait pas pour atteindre le sommet. Il faut travailler, faire des sacrifices, être complètement dévoué. Et cela m'a pris du temps, mais j'ai appris en cours de route et je me suis amélioré avec le temps. Approfondissons cette mentalité. Parce que j'imagine que le fait d'avoir eu un parcours linéaire, d'avoir réussi en tant que junior, et de se lancer dans cette voie, a dû quelque peu froisser votre ego, n'est-ce pas? Oui, sans aucun doute. Parce que je battais les seniors quand j'avais 17 ans. Je courais déjà plus vite que tous les seniors de Jamaïque. Donc je me sentais comme un adulte. Je me disais, ouais, je suis aussi fort qu'eux. Mais à ce moment, ce n'était encore que du talent. Sauf que lorsque vous voyagez et que vous vous retrouvez sur le circuit, avec tous les Américains et les Anglais, partout dans le monde, et que vous vous retrouvez en 4e position, c'est une sorte de frein pour votre ego. Mais cela m'a aidé parce que, lorsque vous êtes si haut placé, et que vous êtes ramené à un niveau inférieur, vous commencez à vous poser des questions, et à essayer de comprendre ce que vous faites mal, et ce que vous devez faire pour changer ça. Pour moi, ça a été nécessaire, ainsi que beaucoup d'aide de la part de mon coach, pour me remettre sur la bonne voie, et atteindre lentement le sommet. Je pense que l'idée du travail acharné que j'avais, et celle du travail acharné de mon entraîneur, étaient à 1000 lieues l'une de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aller au-delà du simple fait d'être talentueux et de travailler dur, puis travailler vraiment dur, c'est totalement différent. Quand j'ai commencé à travailler vraiment dur, entre 2000 et 2005, pour moi je pensais que je me débrouillais déjà plutôt bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je gagnais parfois et parfois je perdais. Et je pense que c'est en 2007 que je me suis rendu compte que je ne travaillais pas assez dur, que je devais travailler encore plus dur. Que s'est-il passé à ce moment-là? C'était le championnat du monde de Osaka. Et je me sentais en pleine forme. Je me disais, je me répétais que j'allais réussir, que j'allais gagner, et j'ai fini 2e. Alors je me suis demandé pourquoi. Vous savez, je suis allé voir mon entraîneur, et je lui ai dit, j'ai vraiment donné tout ce que j'ai pu, et j'ai vraiment travaillé. Et il m'a dit non, tu n'as pas travaillé dur, tu n'es pas allé à la salle de sport tous les jours. Tu as sauté quelques jours tout au long de l'année. Et puis, un mois et demi s'est écoulé. Et au bout d'un moment, je me suis assis et j'ai réalisé, tu sais quoi, c'est vrai. Et je me suis dit, essayons de voir ce que ça fait que de s'engager à 100% à cette cause. Je veux vraiment être le meilleur. Je veux vraiment gagner. Et tu sais quoi? Je vais vraiment travailler et me donner à fond. J'ai écouté exactement tout ce que mon coach m'a dit. Et puis l'année suivante, à Pékin, tout le monde a pu voir une nette différence par rapport à l'année précédente. Parce que j'avais travaillé aussi dur qu'il le fallait. Pouvez-vous nous donner une idée de ce que votre entraîneur Mills définit comme un travail acharné? Pour tous ceux qui ne font pas partie du monde de l'athlétisme. Pour moi, c'est tout simplement la constance. Je pense que la constance est essentielle. Je pense que le problème que j'ai eu l'année précédente, dont je vous parlais juste avant, c'est que je pouvais m'entraîner pendant 2 semaines, 3 semaines. Puis je voulais sortir et passer du temps avec mes amis. Je prenais alors une semaine de repos. Et dans mon esprit, ça n'avait pas d'incidence. Mais si, ça en a beaucoup. Parce que c'est comme ça qu'on casse le schéma, l'habitude et la constance du travail. Et pendant plusieurs jours, je n'allais pas à la salle de sport. Je n'essayais pas de devenir plus fort. J'étais très maigre à cette époque. Et vous pouvez voir la différence qu'il y a eu en une année. J'étais très maigre, très peu de muscles. Non, pour moi, c'est vraiment une question de constance et de force. Parce que je n'avais pas compris qu'elles allaient de pair. L'année suivante, après m'être vraiment entraîné de manière constante, sans ne jamais avoir manqué un seul jour, sauf si j'étais vraiment malade. Et certains jours, même quand j'étais malade, mon entraîneur me disait « Non, ça va aller, un peu de course à pied te fera du bien ». Et c'est quelque chose que nous avons travaillé tout au long de l'année. Pourriez-vous partager avec nous l'un des plus grands conseils que votre coach Mills vous a transmis? Je me souviens qu'au début, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, il m'avait dit cette phrase. Tu vas d'abord devoir apprendre à perdre avant de vraiment savoir comment gagner. Et il m'a fallu environ 2 ans pour comprendre exactement ce qu'il voulait dire. C'est l'un de ses conseils les plus importants qui m'a le plus marqué. Je me disais genre, pourquoi est-ce que je devrais apprendre à perdre? Mais tout ce que cela implique, et ce que la plupart des gens doivent comprendre, c'est qu'ils échoueront. Mais quand on échoue, qu'est-ce qu'on fait? On se pose des questions. Qu'est-ce qu'on apprend de cet échec? Donc, quand je perdais, je me demandais immédiatement, comment je peux faire pour m'améliorer? Que dois-je faire pour devenir meilleur?
Chaque fois que je perdais, je devenais meilleur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je dois améliorer? C'est alors qu'avec le temps, j'ai commencé à comprendre que lorsque je perds, cela me permet de m'améliorer et de me rapprocher de la victoire. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et que j'ai essayé d'expliquer aux gens parce que, écoutez, c'est très important. Si vous pouvez être honnête avec vous-même lorsque vous perdez et vous dire, ok, je ne me suis pas entraîné assez dur, ok, je n'ai pas assez bien dormi. Tu sais quoi? Je m'engage à ce que la prochaine fois, je ferai toutes ces choses que je n'ai pas fait pour devenir meilleur, encore et encore, jusqu'à ce que j'arrive au sommet. Qu'est-ce qui est le plus fort entre le désir de gagner ou la peur de perdre? Wow. Pour moi, c'est le désir de gagner. Vraiment. Parce que je veux constamment gagner. Et c'est ce qui me motive. J'ai la compétition dans le cœur. Pouvez-vous nous donner un aperçu de la façon, dans les moments qui précèdent une grande course? Pour ma part, je ne me parle jamais à moi-même. Justement, j'essaie toujours de penser à des choses aléatoires. À tout ce qui peut me passer par la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je peux me demander quel repas est-ce que je vais manger pour le dîner ou à quelle heure est-ce que je vais me coucher ce soir. J'essaie de me distraire du moment présent. Parce que si vous restez trop dans votre tête, lors des grands moments, c'est là que vous commettez une erreur. Donc j'essaye juste de me changer les idées. En ce qui me concerne, j'essaie de penser à des choses aléatoires et de ne pas penser à la course. Au moment où le starter dit « à vos marques », si vous me regardez bien, vous me verrez prendre une grande inspiration. Puis j'essaie de me vider l'esprit et juste d'enclencher le top départ. Quelle a été la clé de la longévité de votre carrière? Et est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait s'en approcher un jour? Je pense que c'est possible. Vous savez, je veux dire, vous ne devez pas vous limiter à quoi que ce soit. Parce qu'au moment où vous vous limitez et dites « oh, c'est impossible », là est le moment où vous avez déjà perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, pour moi c'est possible. Si quelqu'un commence à un âge précoce en pensant « voilà, c'est mon objectif, je vais battre les records d'Usain Bolt, je ferai 4 Jeux Olympiques d'affilée, et je vais y consacrer toute ma vie », c'est possible. Mais pour moi, c'était le talent et le travail acharné. Il y a eu des sacrifices. Les temps ont été durs. C'était un travail d'équipe. J'avais vraiment une équipe formidable autour de moi, qui m'ont permis d'y arriver. Car la route n'a pas été facile. J'ai toujours expliqué aux gens que je pense que l'échec fait partie de la réussite. Il faut échouer et passer par des moments difficiles pour être plus fort. Parce que ça vous rend meilleur et ça vous donne envie de travailler plus dur. Et c'est quelque chose que j'ai traversé. Lorsque vous réfléchissez à votre carrière et que vous pensez à ce dont vous êtes le plus fier, les gens parlent évidemment de toutes vos médailles d'or, car c'est ainsi que les êtres humains définissent le succès. Mais qu'est-ce qui vous rend personnellement le plus fier? Pour moi, cela revient à ne pas se mentir à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis ok, j'avais une scoliose, mais je ne l'ai jamais considérée comme une excuse. Je me suis toujours concentré sur les moyens de devenir meilleur et meilleur et meilleur, malgré cette scoliose. J'ai trouvé les médecins, j'ai trouvé les méthodes, j'ai trouvé les exercices de gérer ma scoliose et de constamment continuer à avancer dans ma carrière. Je n'ai jamais utilisé ma scoliose comme une excuse. À la place, je me disais genre, quoi? Ouais, j'ai une scoliose et alors? Ça ne m'empêche pas de toujours être compétitif. Je peux continuer à progresser, je peux être meilleur. Encore et encore. Je ne me suis jamais imposé de limite.